Au cœur de l'Afrique, une moiteur de forêt, des pluies lourdes, des éclats de lumière sur des fleuves sans fin. Ici, la beauté semble sans mesure, et pourtant, une douleur sourde affleure. La République démocratique du Congo. Ici, la terre respire la vie, les chants d'insectes et le grondement lointain des cascades. Le puissant fleuve Congo, serpent d'eau vivifiante, ouvre des routes, nourrit, relie des peuples. Et pourtant, sous ce vernis de splendeur naturelle, se cache une réalité crue, des vies freinées, des promesses brisées. Pour beaucoup, chaque jour est une lutte. Pour l'eau, la nourriture, le travail, la sécurité. La pauvreté n'est pas un concept, c'est un visage, une maison, une assiette vide. Un pays assis sur une richesse minérale inexploitée, estimée à 24 000 milliards de dollars. Pendant que ses habitants comptent chaque franc, rangé parmi les plus pauvres de la planète. C'est la contradiction centrale et déchirante du Congo. Comment un endroit si riche peut-il être si pauvre? Son histoire touche nos vies, nos appareils, nos voitures, et l'avenir que nous construisons ensemble. Le sol congolais est imprégné des éléments qui définissent notre ère moderne. Sous cette terre rouge et fertile, ne se cache pas seulement une richesse géologique, mais le code source de notre civilisation numérique. Ce sont les minéraux critiques, les minéraux du futur. Invisibles mais omniprésents, ils sont les ingrédients essentiels qui rendent notre monde portable, électrique et instantanément connecté. D'abord, le cobalt. C'est le cœur battant des batteries lithium-ion, le gardien indispensable de leur stabilité, de leur autonomie et de leur sécurité thermique. Sans lui, nos batteries surchaufferaient et perdraient rapidement leur capacité. Il alimente nos smartphones, nos ordinateurs portables, et surtout, il est le pilier de la révolution des véhicules électriques qui promettent un air plus pur dans nos villes. La demande explose, propulsée par la transition énergétique mondiale. L'horizon 2030 annonce un besoin démultiplié, une course effrénée pour sécuriser l'approvisionnement. Ensuite, le coltan. Une fois raffiné, il devient du tantal, un métal rare qui forme de minuscules condensateurs capables de supporter des chaleurs extrêmes et de permettre une miniaturisation poussée. Les mines de Rubaya, dans l'est du Congo, produisent environ 15% du coltan mondial. Des lignes de production de nos appareils électroniques jusqu'à l'aérospatiale, ce métal se faufile partout. Puis le cuivre, le cheval de bataille de l'électrification. C'est le nerf conducteur de nos réseaux électriques. Des parcs éoliens en mer aux panneaux solaires sur nos toits. La RDC, géant africain du cuivre, se trouve au cœur des immenses chantiers de recharge et d'extension du réseau mondial, essentiel pour stocker et distribuer l'énergie verte. Le pays n'est donc pas seulement un acteur parmi d'autres, il est un pivot géostratégique qui pèse sur la dynamique mondiale de l'énergie et de la technologie. Pour mettre les choses en perspective, environ 74% de tout le cobalt extrait dans le monde provient des mines congolaises. Plus impressionnant encore, le pays détient près de 3,6 millions de tonnes de réserves, soit près de la moitié de toutes les réserves mondiales connues. Cette loterie géologique place le Congo à l'épicentre de la course technologique mondiale, une position aussi convoitée que complexe. Son sol est devenu l'un des terrains les plus stratégiques et disputés de notre époque. Et ce n'est pas tout. Le nickel et le manganèse, également présents, complètent les chimies de batterie, liant encore davantage le destin du monde à ce territoire. Ces minéraux alimentent nos ambitions, nos innovations et nos rêves d'un monde plus vert et connecté. Chaque avancée technologique dépend, en partie, de leur disponibilité. Mais ce trésor a un coût immense, un coût environnemental et humain, souvent supporté par les habitants de cette terre magnifique et profondément blessée. Comprendre qui tient vraiment les rênes de notre avenir commence ici, dans la lumière et l'ombre de ce paradoxe congolais. La dépendance du monde envers le Congo est discrète, mais absolue. Elle est tissée dans le tissu même de notre quotidien, cachée à la vue de tous, mais fondamentale à notre mode de vie. Notre progrès technologique, la croissance économique et les ambitions climatiques les plus audacieuses convergent tous vers cette seule et même nation. Dans un sens très réel,
tous les câbles, batteries et circuits qui alimentent notre avenir reviennent à ces sols riches et convoités. Au premier plan de cette ruée moderne, la Chine, forte d'investissements patiemment construits, de partenariats stratégiques et d'infrastructures massives. Elle détient des participations majeures dans le cobalt et le cuivre. Mais surtout, elle a la main mise sur le raffinage, le vrai goulot d'étranglement de toute la chaîne de valeur. Près de tout le cobalt extrait en RDC est traité en Chine. Presque chaque batterie qui sort des lignes de production mondiale porte l'empreinte de ces usines. Pendant ce temps, les États-Unis et l'Europe observent et s'inquiètent. Une dépendance stratégique qui fragilise leur industrie et leur souveraineté technologique. La compétition pour sécuriser ces ressources s'intensifie. Une guerre feutrée, faite de diplomatie, de financement, d'accords énergétiques et de tentatives de relocalisation. Washington et Bruxelles cherchent désespérément des accès directs, des usines locales, des partenariats, mines à cathode, pour contourner l'intermédiaire chinois. La RDC devient une arène géopolitique, où contrats, normes environnementales et sociales, et influences se disputent âprement. Conscients de leur position, les dirigeants africains utilisent ces atouts comme un puissant levier, arbitrant entre les offres et les exigences des superpuissances. Fin 2025, la décision tombe. Les quotas de cobalt brut, imposés par Kinshasa, déclenchent une onde de choc immédiate sur les marchés mondiaux. Les prix s'envolent, les bilans des géants de la technologie et de l'automobile sentent la secousse. La vulnérabilité est exposée au grand jour. Chaque nation industrielle réalise qu'elle dépend non seulement de la stabilité congolaise, mais aussi de la confiance fragile dans une chaîne d'approvisionnement globale et complexe. Une chaîne qui pourrait se briser. Si le monde se bouscule pour ses ressources, pourquoi le Congo, un véritable scandale géologique, ne prospère-t-il pas? La réponse est complexe, tissée dans l'histoire et l'économie du pays. Une histoire d'extraction pensée pour exporter la valeur plutôt que la construire sur place, a laissé une empreinte profonde. Le modèle colonial a établi un système tourné vers l'extérieur. Des décennies durant, les bénéfices ont filé au large, tandis que les infrastructures restaient inachevées ou inexistantes. Le cadre économique a privilégié l'export brut, décourageant l'industrialisation et la transformation locale qui auraient pu créer des emplois et de la valeur ajoutée. Après l'indépendance, instabilité politique, coup d'État, régime fort. À l'Est, un vide de gouvernance s'installe dans des provinces pourtant immensément riches. Sans institutions robustes et transparentes, la corruption s'enracine, contrats opaques, exemptions fiscales injustifiées et recettes publiques massivement détournées. Elle prospère faute de contre-pouvoirs efficaces, marchés captifs, rentes, captation de l'État par des intérêts privés. Les routes, écoles et hôpitaux promis dans les contrats miniers sont trop souvent absents des territoires qui génèrent pourtant la richesse. Ainsi, la richesse s'évapore dans des circuits financiers internationaux. La population, elle, voit trop peu de retombées concrètes. Pendant ce temps, des dizaines de groupes armés se financent par le contrôle des mines d'or, d'étain, de coltan et parfois de cobalt. Des sites comme Rubaya génèrent des sommes considérables, alimentant un cycle de violence et d'instabilité qui arrange beaucoup d'acteurs. Le résultat est une tragédie humaine, des millions de déplacés internes et une crise humanitaire qui perdure, loin des gros titres. Ces populations fuient des violences directement liées à l'exploitation des minerais. Au bout de la chaîne, les creuseurs, des familles ordinaires, risquent leur santé et leur vie pour une fraction infime de la valeur finale du produit. Une chaîne d'approvisionnement longue, complexe et opaque masque l'écart abyssal entre la richesse extraite et la vie de ceux qui l'extraient. Le sol du Congo est devenu l'échiquier d'une compétition géopolitique. Deux titans s'affrontent, États-Unis et Chine, chacun avec sa vision industrielle. Pékin, via la ceinture et la route, contrôle mines, logistique et surtout les usines de raffinage. Avec cette position, elle influence prix, volume et calendrier de livraison. En réponse, Washington et l'Union européenne injectent des milliards pour sécuriser des chaînes propres et résilientes. De nouveaux projets naissent, partenariats en RDC, corridors régionaux, tentatives de transformation locale. Kinshasa joue habilement la concurrence pour route, énergie,
usines et meilleures redevances. Les quotas d'octobre 2025 affirment ce pouvoir. Capter plus de valeur, imposer du traitement sur place. Mais l'afflux de capitaux peut nourrir corruption, contournement et contrats déséquilibrés. Des accords hâtifs, négligeant parfois l'environnement et les droits humains. La fraude transfrontalière, du coltan passant vers des pays voisins, brouille l'origine des minerais. Des plaintes et enquêtes en Europe rappellent l'exigence d'une diligence réelle, de la mine à l'usine jusqu'au client final. Objectif affiché, des chaînes traçables sans travail des enfants, avec des bénéfices locaux tangibles. La pression monte, industriels et clients doivent en prouver l'origine et l'impact, ou perdre l'accès au marché. Nous sommes à la croisée des chemins. Le Congo détient une ressource devenue charnière de la géopolitique et de la transition énergétique. Pour la première fois depuis des générations, la bénédiction géologique peut devenir prospérité réelle. Contrôle d'exportation, exigence d'investissement local, les premières salves d'un changement structurel. Mais l'ombre de l'histoire, la compétition mondiale et la corruption peuvent tout détourner. La responsabilité est partagée, dirigeants, entreprises, investisseurs et nous, consommateurs. Alors, qui détient vraiment notre avenir ? Le pays des minéraux, la superpuissance qui raffine, l'entreprise qui conçoit ou celui qui exige? La réponse reste ouverte. Quel avenir choisirons-nous, ensemble? Des chaînes plus courtes et traçables, un partage clair de valeurs. Voilà le cap. Investir d'abord dans routes, écoles et énergie locale. Des fondations qui restent. Alors, demain, les minerais du Congo rimeront avec dignité et prospérité partagée.